Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Comme tous les jours, toute la semaine, nous serons là, 10h30, midi et demi, Parlons Vrai chez Bourdin. Nous allons regarder l'actualité, nous allons l'analyser, l'expliquer, et puis la commenter, mais ça viendra ensuite le commentaire. Après l'analyse et l'explication, nous allons vous rapporter les faits, pour commencer évidemment, et vous allez témoigner, vous allez réagir, 0826 300 300, évidemment. Nous allons parler du trafic de stupéfiants à Marseille, règlement de compte, 3 morts, 3 blessés entre la vie et la mort dans la nuit, témoignage d'un habitant de l'une des cités où ont eu lieu ces règlements de compte, témoignage intéressant, vous allez l'entendre dans quelques instants. Dans l'Ariège, première circonscription, victoire de la candidate socialiste Martine Froger face à la sortante LFI, c'est le résultat d'une lamentable combine politicienne, juge Jean-Luc Mélenchon. 11h, 12h, débat autour de la place des religions en France. Le carême s'achève jeudi saint. Le ramadan se poursuit jusqu'au 21 avril. 51% des Français déclarent ne pas avoir de religion. Les religions sont décrédibilisées de plus en plus. Mais pourquoi? Est-ce que croire est désormais mal vu? Est-ce que la liberté religieuse est menacée en Europe? La liberté religieuse, c'est un droit fondamental. Devient-elle un droit non essentiel? On en parle, débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Félix Mathieu, dans quel monde vit-on? Une journée en altitude a tourné au drame ce week-end dans la station de ski des Deux Alpes. On en sait un peu plus sur la mort d'un jeune homme de 29 ans qui a chuté de 40 mètres. Il est tombé d'une télécabine. Oui, avec un ami, ils avaient bu dans un bar d'altitude. Très alcoolisés, samedi aux alentours de 17h, les compagnons de 29 et 23 ans montent à deux dans cette grande télécabine qui peut accueillir jusqu'à 40 personnes. Alors que celle-ci les redescend vers la station, ils commencent à chahuter, à secouer la cabine. Et c'est là que le jeu tourne au drame. Le jeune homme de 29 ans, assez corpulent, une centaine de kilos, prend son élan et se projette de toutes ses forces contre la paroi en plexiglas de la télécabine. Sauf que, celle-ci cède et il se retrouve projeté dans le vide, atterrissant sur une balise, un panneau de la piste de ski, une chute d'une quarantaine de mètres fatale. Les secours n'ont pu que constater le décès. La scène a été filmée par le plus jeune des deux hommes avec son téléphone, précise le parquet. Une expertise de la cabine est programmée. Les gendarmes de la compagnie de Lamur ont été saisis de l'enquête. Il est 10h33. 3 morts. 3 morts dans 3 fusillades sur fond de trafic de drogue dans la nuit à Marseille. 3 personnes décédées, 3 autres sont entre la vie et la mort, touchées donc dans ces 3 fusillades dans la nuit, dans les quartiers du nord de Marseille. Ces violences ont également fait 5 blessés, indique la préfecture de police. Vous savez que Marseille, la deuxième ville de France, est gangrénée par la pauvreté, le chômage, la drogue. Les victimes de ces 3 fusillades sont toutes des hommes âgés d'une vingtaine d'années. Première fusillade qui éclate autour de minuit près de la cité du Castellas dans le 15e arrondissement, puis une deuxième fusillade non loin de l'autre côté de l'autoroute A7 près de la cité des Égalades, elle aussi un de ces hauts lieux des trafics de stupéfiants. Et puis, peu avant 1h du matin, une 3e fusillade a éclaté dans le 2e arrondissement de Marseille. Yaya, vous habitez les Égalades. Bonjour Yaya. Oui, bonjour Jean-Jacques. Il y a une semaine, vous étiez témoin d'un assassinat. Racontez-nous. Oui, Jean-Jacques, il y a une semaine, je m'appelle Yaya Gungormel, j'habite aux Égalades, je suis un entrepreneur. Donc, j'y vais à la boulangerie de Saint-Joseph, qui est à 300 mètres de chez moi, pour acheter du pain, du coca, et je suis tombé sur une scène horrible, et j'ai vu ce jeune avec une Kalachnikov qui tirait dans tous les sens. Et le jeune qui essayait de fuir devant lui, tout ça s'est passé devant mes yeux et franchement on a eu un ressenti d'abandon total des quartiers nord après ce coup parce que des balles partaient dans tous les sens, nos camions ont été criblés de balles, on n'a pas pu travailler, nos véhicules. Il y a eu une victime collatérale aussi, une personne de 50 ans. Donc c'était la scène à laquelle j'étais témoin ce jour-là.
La nuit, cette nuit, ce qui s'est passé cette nuit, vous en avez évidemment là encore entendu parler. Vous étiez dans la cité cette nuit? Cette nuit, j'étais chez moi, mais j'ai entendu des tirs et on dirait qu'on tirait à travers la fenêtre. Ça s'arrêtait pas et sincèrement, j'ai un enfant de 5 ans, même lui, il commence à comprendre qu'il y a des choses qui vont pas et ça commence à devenir insupportable. Ouais, Sincèrement, Jean-Jacques, nous, en tant qu'habitants des quartiers nord, nous pensons que notre préoccupation aujourd'hui devrait être la jeunesse et cette génération. Parce que bon, je veux pas dévier le sujet, mais le sujet de la retraite, c'est un sujet que je maîtrise pas. Mais par contre, on parle beaucoup de ça, mais on parle pas des jeunes qui vont même pas arriver à 30 ans pour se plaindre de travailler jusqu'à 62 ou 64 ans. Oui. Yaya, ces jeunes, le jeune que vous avez vu la semaine dernière, Kalachnikov en main, qui tirait sur un autre. Qui tirait sur un autre. Qui tirait sur un autre. Vous le connaissez, c'est un jeune de la cité? Non, le connaître, je peux pas dire que je le connais, mais c'était des dealers de la cité. Oui. Il était encagoulé et il a fait ça en plein milieu à l'heure de pointe ou 19h, tout le monde va À acheter 19h, il était devant un immeuble? Non, en fait, ça a commencé devant un immeuble. Oui. Il y a eu une prise en chasse à pied et la victime a contourné autour de nos véhicules pour éviter les balles. Mais le problème, c'est qu'on était tous là-bas. Vous étiez tous. Il y avait autour de ces véhicules, devant les immeubles, des adultes et des enfants. Des adultes, des enfants, il y avait des ouvriers, il y avait la boulangère, il y avait tout le monde en fait. Et tout le monde, évidemment, a couru aux abris, quoi. Tout le monde a couru aux abris. Moi, j'étais dans ma voiture devant la boulangerie. Oui. J'ai eu une gamine qui a eu le réflexe de monter dans ma voiture parce qu'elle a eu peur. J'ai fait une marche arrière. J'ai essayé de partir, mais comme tout le monde courait de tous les côtés, donc j'avais peur que quelqu'un... En fait, ça me ralentissait pour m'enfuir. Et là, je suis tombé sur la scène. Je suis tombé sur la scène où avec un sang-froid, il a vidé un chargeur sur le jeune, 17 balles. Il avait 24 ans, le jeune. Et c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Et c'est à nouveau ce qui s'est passé cette nuit dans votre cité, ce qui s'est passé aussi dans le 15e, cité du Castellas, et ce qui s'est passé à 1h du matin dans le 2e arrondissement de Marseille, vers la rue Vincent-Leblanc, proche du quartier de la Joliette, le quartier portuaire de Marseille. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant des années. Et on en est à combien de morts? 18, je crois, ou 13 morts. 13 morts depuis le 1er janvier. On n'est qu'en avril, Jean-Jacques. Et on n'est qu'en avril. Ouais, c'est ça. Donc moi, si je peux me permettre, Jean-Jacques... Allez-y, Yaya. Étant quelqu'un qui a vu ça, et franchement, le stress, je le revis. Et moi, je voudrais déjà, je veux dire, solliciter les députés et les maires. Parce qu'eux, on ne les voit pas. On les voit pas. Ils sont à l'Assemblée, ils sont de partout, sauf là où il faut pour les jeunes. Moi, en parlant du député, vous savez, le député sortant Saïd Hamada avait soulevé ce sujet. À l'époque, il avait dit il ne faut pas se focaliser que sur les dealers, mais aussi sur les consommateurs. Je pense qu'il faudrait parler de ça là-bas. Parce que ces consommateurs viennent avec leurs millions au quartier précaire et ça ne va jamais cesser. Yaya, vous habitez donc cette cité. Dites-moi, les égalades, vous le voyez évidemment, ce trafic de drogue, très organisé. Très organisé, mais je vois une flexibilité aussi. Je les vois tranquilles en fait. C'est-à-dire tranquille. Si je dois le dire, moi le matin, je pars à 7h dans ce café où, on va dire, ce centre où tout le monde achète son pain, boit son café, part au travail de là-bas. Oui. Donc quand je vais à 7h là-bas, on ne me rate pas pour mettre un PV en me disant je me suis garé au milieu parce que j'ai chargé le marteau-piqueur dans le coffre. Mais par contre, après 7h, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans le quartier, oui. Il n'y a plus personne des forces de l'ordre. Parce que ils sont tranquilles, Jean-Jacques. Après l'assassinat, ils font des feux d'artifice. Ah bon? Oui, je vous promets qu'après chaque assassinat, on voit un feu d'artifice. Oui.
Mais Yaya, la police, là, je vais prendre Rudy Mana dans un instant, qui sera avec nous également. Rudy Mana, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance des Bouches-du-Rhône. Je sais que la police travaille dur sur ces trafics de drogue, avec une nouvelle méthode, une méthode qui est appelée la méthode du pilonnage. Je ne sais pas si elle est efficace ou pas. Apparemment, elle paraît efficace, la stratégie du pilonnage. Vous les voyez quand même, les forces de l'ordre, dans votre cité. Je ne dis pas qu'ils font rien. Si je dis ça, je ne dis pas vrai. Mais je dis que ce n'est pas assez, puisque ça continue. Oui. Donc, j'ai le droit de me plaindre, puisque je l'ai vu de mes propres yeux. Mais bien sûr. Attention, je suis apolitique, je ne suis pas là pour... Bien sûr, on n'est pas là pour faire de la politique. Ou la police, ou qui que ce soit. Mais sincèrement, je pense que notre priorité doit être ces jeunes, parce qu'il faut expliquer à ces gens que la vie, elle est belle, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux, on a tout un système qui est mis en place pour créer de l'emploi, mais ils ne le savent pas. Moi, j'ai été un traducteur bénévole dans un établissement qui a mentionné juste là-bas à Saint-Joseph. Je vais pour une famille qui ont rendez-vous pour leurs élèves, Jean-Jacques. Oui. Et on me montre le carnet de l'élève en me disant, vous voyez, il a 7 de moyenne générale et il n'est pas bon, il ne peut pas faire un lycée général. On va le mettre en alternance, il fera une semaine de stage. Ça veut dire qu'on va lui pourrir la vie. Mais quand je regarde en bas de ce carnet, la moyenne de la classe, elle est de 9. Donc je dis à l'établissement, du coup, l'élève a 7, d'accord, mais les 25 autres ont 8. Oui. Même l'éducation, c'est pareil, on les abandonne. Yaya, dans votre quartier, il y a beaucoup d'enfants. Vous n'êtes pas les habitants, les parents se réunissent pour essayer de trouver des solutions ou vous subissez ce trafic. Jean-Jacques, ce trafic est devenu un quotidien. Sincèrement, avant, on jouait au cow-boy. Maintenant, les enfants jouent au dealer et la police. Ah, d'accord. C'est un autre délire qu'il y a maintenant dans les quartiers nord, parce qu'ils ont pris le dessus. Oui. On aurait tous pu y passer. Mais est-ce que la population... Il va acheter une baguette, si je meurs là-bas, qui c'est qui nourrit mon enfant? Yaya, est-ce que la population, une partie de la population est un peu complice du trafic? Sincèrement, il n'y a personne tout le monde a peur du trafic. Personne n'est complice du trafic. D'accord. Et je vous promets que personne n'est complice et personne ne tolère ça. C'est juste qu'ils sont abandonnés, ils n'ont personne pour les défendre. Ouais. Et moi-même, en personne, je n'irai jamais à l'encontre d'un dealer. Parce que j'ai vu de quel sang-froid ils font ça. Ben oui. Oui, aujourd'hui, le dealer n'hésite pas à tirer et à tuer. Voilà, donc nous, on préfère nos terres et aller au boulot. On passe à côté, on fait comme si on n'avait pas vu. Bah évidemment. Yaya, en plus, le trafic a changé. Trafic de stupéfiants, oui, mais trafic de cannabis encore beaucoup, mais aussi trafic de cocaïne. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cocaïne et des cachets. Oui. Ça devient beaucoup plus lourd qu'avant. Ça devient beaucoup plus lourd. Vous avez combien d'enfants, Yaya? C'est devenu banal. J'en ai un seul. J'imagine que vous tremblez sans cesse. Sincèrement, oui. Oui, je me dis, si ça devait se passer devant l'école de mon enfant, comment je fais? Après, comme tous les autres enfants, moi, je mets mon enfant au-dessus de personne, mais même la victime qui est décédée, même le dealer, c'est un enfant. 24 bien ans. sûr. Oui, bien sûr. C'est des jeunes qu'on peut récupérer. S'il savait qu'il allait mourir, il n'aurait jamais fait ça. Merci, Yaya. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être en direct sur Sud Radio. Dans un instant, je serai avec Rudy Mana, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance Bouches-du-Rhône. Et puis, nous aurons Johan aussi, qui connaît bien ces quartiers nord. Il y est habité. Johan, qui est marseillais et qui a appelé Sud Radio ce matin, 10h44. Jean-Jacques Bourdin. La mort dans des fusillades à Marseille, le trafic de stupéfiants. Rudy Mana est avec nous, secrétaire départemental du syndicat Alliance des Bouches-du-Rhône. Rudy Mana, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous avez entendu le témoignage de Yaya il y a quelques instants. Oui, habitant des Égalades. Vous connaissez ces témoignages-là? Bien sûr, on connaît ces témoignages-là. Complètement, on connaît ces témoignages-là, et je vous le dis très clairement, il est totalement dans le vrai. Les gens qui habitent là-bas, les habitants de ces cités, sont terrorisés.
Ils sont totalement terrorisés par ces trafiquants de stupes. Et malheureusement, la police, on essaye de faire le maximum, et tout le monde le sait dans ces cités, puisqu'on intervient très régulièrement pour essayer de démanteler ces trafics de stupes. Mais il faut le dire aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous sommes la seule institution d'État, nous sommes le seul pouvoir public à rentrer, le seul service public à rentrer dans ces cités. Et ça devient beaucoup trop problématique pour la police seule de gérer et d'essayer d'endiguer ces trafics de stupes. On a pu le constater encore à Marseille cette nuit. Rudy Mana, beaucoup de descentes de police avec cette nouvelle stratégie dite du pilonnage mise en pratique. C'est vrai que ça a permis de faire baisser le nombre de points de deal, mais une fois la police repartie, le trafic reprend souvent. Oui, vous avez tout à fait raison, Jean-Jacques Bourdin. Cette stratégie du pilonnage, nous, très honnêtement, on y est plutôt favorable parce que ça démontre déjà que la police fait son boulot. Ça démontre que la police n'abandonne pas ces gens dans les quartiers. Parce que on a connu une époque où effectivement on ne faisait pas grand-chose. Alors moi, je trouve que c'est pas la bonne solution parce qu'il faut déjà qu'on les empêche d'essayer, ou en tout cas essayer de les empêcher de vendre ce produit stupéfiant. Et puis quand on peut les interpeller, il faut le faire. Et croyez-moi qu'on en met énormément à disposition tous les jours. Et puis, il faut montrer à ces gens, dans ces cités, qui se lèvent le matin pour aller bosser pour 1 400 € par mois, que nous sommes là également pour eux, parce que nous, notre cœur de métier, il est de protéger ces gens-là. On est là aussi pour eux, on est là surtout pour eux. Mais clairement, si on n'a pas une coordination, un effort total de l'État pour nous aider dans cette démarche, clairement on n'y arrivera pas. On vide l'océan à la petite cuillère tous les jours, et donc l'océan, on n'arrivera jamais à le vider si on pense que la police seule est en capacité de faire ça. Oui, mais Rudy Mana, quelques mots sur la stratégie du pilonnage. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est toute une organisation, évidemment. Les voitures de police foncent sur le point de deal pour surprendre les revendeurs au détail, mais aussi les consommateurs présents. Pendant ce temps-là, les CRS bouclent les accès d'une cité, impossible d'y entrer ou d'en sortir sans être contrôlé, et là on saisit tout. On saisit et on condamne aussi, amende à ceux qui consomment. Rudy Mana, c'est comme ça que ça s'organise. Oui, ça se passe complètement comme ça. Lorsqu'il y a des checkpoints qui sont mis en place, on débarrasse la totalité des grosses pierres qu'ils ont mis pour nous empêcher de rentrer. On fait un petit peu le ménage, vulgairement parlant, dans cette cité pour que les policiers, pour que les habitants puissent continuer à vivre normalement. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin, vous avez totalement raison. Il arrive que 2 heures après notre départ, le point de deal ait été reconstitué. Ça, c'est une réalité. Et pourquoi il est reconstitué 2 heures après? Parce que le business, parce que l'argent que ramène ce trafic de stupes est tellement énorme, est tellement gigantesque que tout le monde est attiré par cet argent facile-là. Bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces gamins-là qui rentrent là-dedans, parce qu'ils pensent qu'ils vont rentrer dans la vie merveilleuse, qu'ils vont avoir une villa à Dubaï 2 mois après être rentrés dans un trafic de stupes. Ce qu'il faut leur dire également, c'est que l'espérance de vie pour ces gamins-là, il dépasse rarement les 25 ans. Et la vie, elle est bien plus belle en la vivant de manière honnête. Maintenant, il y a des messages à faire passer, et vous comprendrez bien que la police n'est pas en capacité de faire tout ça en même temps. Bon, évidemment, on est bien d'accord. Le trafic qui a évolué, il est passé, enfin, il y a toujours évidemment le trafic de cannabis, d'herbe, mais il y a aussi de plus en plus de trafic de cocaïne. Oui, tout à fait. Et autres produits d'ailleurs. Et autres produits, le trafic se développe. Le trafic se développe tout simplement parce qu'il y a, il faut le dire aussi, de plus en plus de consommateurs, parce que c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas de consommateurs, vous n'avez pas de vendeurs. C'est la loi de l'offre et de la demande. Effectivement, Gérald Darmanin a créé ces amendes forfaitaires délictuelles pour taper sur ces consommateurs, pour les sanctionner financièrement. Bon, on en fait énormément sur Marseille, mais pour l'instant, ça beaucoup d'amendes. Beaucoup d'amendes. Oui. Je crois que Marseille est la ville qui fait le plus d'amendes en France, d'amendes forfaitaires délictuelles. Le souci, c'est que il y en a que 45% qui sont réglés parce qu'on a du mal à récupérer l'argent partout. Mais ça, c'est pas notre boulot aussi, c'est le boulot du trésor public. Et puis, il faut reconnaître que les gamins, ça les empêche pas de retourner chercher du cannabis, de l'herbe ou de la cocaïne, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, c'est monnaie courante de consommer des stupéfiants. Et là aussi, il y a un vrai message de pédagogie à faire passer en disant quand même que la drogue, c'est de la merde. Évidemment. Alors, Johan témoigne, il est à Marseille
Marseille. Bonjour Johan. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez peut-être entendu Yaya, vous avez entendu Rudy Mana qui est toujours avec nous. Vous dites, moi j'ai vécu dans les quartiers nord toute mon enfance et vous connaissez cette violence et vous connaissez ce trafic. Johan, vous êtes consommateur vous-même ou pas? Non. Non, mais vous avez des amis peut-être qui le sont. Oui. Et voilà. Et qui vont s'approvisionner où? Très souvent, c'est dans les quartiers nord. Alors, on connaît à peu près les cités, on connaît les points. Et voilà. Ici, ils savent bien où aller. Ou alors, des fois, c'est le dealer qui se déplace aussi, des fois. Ou c'est le dealer qui débarque. Parce que maintenant, le dealer débarque de plus en plus à domicile. Livraison à domicile. Depuis le confinement, ils se sont adaptés aussi. Hein. Évidemment. Johan, vous êtes devenu fataliste? Par rapport à ce problème-là, un peu, oui. Ça devient très compliqué de voir une solution. Alors, Rudy le disait, moi, tous les matins, je passe devant la cité de la Castellane. Oui. Et effectivement, de temps en temps, on voit les opérations coup de poing effectuées par la police, où effectivement, ils enlèvent les pierres, ils enlèvent tout ce qui a été fait pour barricader l'entrée de la cité. Et on repasse le lendemain, et c'est comme si rien ne s'était passé. Ça recommence. Et ça recommence. Ça devient très compliqué, d'autant plus que les dealers aussi sont de plus en plus jeunes aussi. Hein. Très souvent, ils ne sont pas forcément pénalisables non plus. Ce qui veut dire que la police fait son travail, et après, en termes d'appareil judiciaire, ça devient très compliqué, puisque les mineurs sont difficilement condamnables. Ils le savent et ils en profitent aussi, je pense que... Rudy Mana, quand on écoute le témoignage de Johan, c'est le tonneau des Danaïdes, cette affaire. C'est-à-dire que vous arrêtez, et puis ça recommence, et puis il y a de nouveaux dealers, et puis il y a de nouveaux trafics, de nouveaux trafiquants, c'est... Tout à fait. C'est vraiment le tonneau d'Anaïde. Moi, Jean-Jacques, permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour tous ces policiers qui interviennent tous les jours dans ces cités, qui prennent des risques considérables pour interpeller ces trafiquants de stupes et qui parfois les revoient le lendemain sur le même point de stupes. Je vais vous dire, vous savez, il faut être motivé des fois pour être policier. Hein. Il faut être vraiment très motivé pour recommencer à aller au combat. Parce que je rappelle qu'il faut les prendre en plus en flagrant délit. Tout à fait, oui, bien sûr, il faut qu'on les prenne alors pendant qu'ils fassent une transaction, ou alors avec du produit sur eux, ou alors avec de l'argent sur eux. Ouais. Bien sûr, c'est pas si simple non plus. Il faut structurer une affaire, il y a des lois, et c'est tout à fait logique d'agir comme ça. Mais franchement, je leur tire vraiment mon chapeau, surtout à ces policiers des quartiers nord qui sont tous les jours dans ces cités, qui vivent tous les jours dans une ambiance très compliquée, avec beaucoup de blessés malheureusement dans nos rangs. Et vous savez, aujourd'hui, quand on a les manifestations d'un côté, avec tous ces black blocs qui toute la journée s'en prennent aux policiers, vous avez ce trafic de stupes qui toute l'année gangrène les cités marseillaises, et vous avez ces règlements de compte qui s'accumulent, je vais vous dire, la tâche des policiers, elle est quand même extrêmement difficile, et voire de plus en plus difficile. Merci Rudy Mana, merci Johan pour votre témoignage. Une demi-heure consacrée à ce qui s'est passé. 3 morts dans la nuit et 3 autres personnes qui sont en urgence absolue, qui risquent de mourir. Vous vous rendez compte, hein, pour la seule ville de Marseille. Il est 10h57. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. Nous allons parler de religion entre 11h et 12h. Ça va être très très intéressant. Pourquoi est-ce que je voulais parler de religion? Parce que d'abord, le carême s'achève jeudi. C'est jeudi saint. Le ramadan, lui, se poursuit jusqu'au 21 avril. Et puis, il y a eu cette enquête de l'INSEE. 51% des Français déclarent ne pas avoir de religion. Alors, question, les religions sont décrédibilisées de plus en plus. Pourquoi est-ce que croire est désormais mal vu? Est-ce que la liberté religieuse est menacée en Europe? La liberté religieuse, droit fondamental, devient-elle un droit non essentiel? Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. 11h, 12h, c'est le moment de notre débat. Vous savez, chaque jour, un débat avec des invités concernés par le sujet du débat.
Encore une fois, nous ne sommes pas là pour apporter des commentaires, mais avant tout pour expliquer et analyser la situation. Alors, le débat aujourd'hui porte sur les religions. Pourquoi est-ce que j'ai voulu ce débat aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous sommes en plein carême. Le carême se termine jeudi saint. Nous sommes en plein ramadan. Le ramadan se termine bientôt, le 21 avril. Et puis, l'INSEE a sorti une analyse très intéressante sur la religion. En France, 51% des Français déclarent ne pas avoir de religion. Et je me posais la question, et c'est la question que nous allons poser, et nous allons débattre de ce sujet. Est-ce que les religions sont décrédibilisées en partie en France en ce moment et de plus en plus? Pourquoi? Est-ce que croire est désormais mal vu? Est-ce que la liberté religieuse est menacée en Europe? La liberté religieuse, qui est un droit fondamental, devient-elle un droit non essentiel? On en parle ce matin, c'est un vrai débat sur l'antenne de Sud Radio. Je trouve ça très très intéressant parce que j'ai été frappé quand même, et je vais voir ce qu'en pensent tous mes invités. J'ai été frappé par ce chiffre, 51% des Français qui déclarent ne pas avoir de religion. Alors, pour parler de tout cela, Jean-Louis Adenor, qui est journaliste à Marianne, spécialiste des questions de religion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour. Et puis Tariq Yildiz, qui est sociologue et essayiste, auteur de La fatigue d'être soi au prêt à croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste, aux éditions du Puy de Roule. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Est-ce que vous avez été surpris par ce chiffre et que veut-il dire selon vous? 51% des Français déclarent ne pas avoir de religion. Qui veut commencer? Allez, surpris pas vraiment, c'est une tendance plutôt constante depuis plusieurs années. On a ce chiffre qui témoigne d'une baisse du fait de se déclarer d'une religion. Oui. Puis la question est quand même assez large. Oui. Ça ne dit pas vraiment est-ce qu'on a encore une spiritualité, en quoi est-ce qu'on croit. Il est question de ne pas se déclarer d'une religion revendiquée. On pourra voir, je pense, ce matin que c'est un peu plus compliqué que ça. Bon. Alors, Aurélien Taché, oui, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que c'est pas très surprenant. Hein. Vous avez fait une sécularisation à l'œuvre dans la société française depuis maintenant des décennies et peut-être même des siècles. En revanche, je pense aussi que ça ne veut pas dire que la société n'est pas dans un besoin de spiritualité. Et la spiritualité peut être diverse. En ce moment, on parle beaucoup du sacré. Moi, je crois aussi à ça. Je pense que la société a besoin de plus de sacré, mais il peut se traduire par la foi, par autre chose. Et je ne pense pas qu'on peut résumer la sécularisation au fait que finalement la société française serait devenue purement, je sais pas moi, matérialiste, enfin qu'elle n'aurait pas de questionnement sur finalement des questionnements d'ordre spirituel. Voilà. Oui, mais on est là pour se poser des questions, pour chercher des explications. Votre point de vue, Tariq Yildiz? C'est ça, c'est-à-dire qu'on constate vraiment une forme de désinstitutionnalisation du religieux. C'est-à-dire qu'il y a encore de la spiritualité, il y a une forme de bricolage des croyances, mais on a un peu plus de difficulté à se dire, par exemple, je suis chrétien, je suis comme ci, je suis comme ça, dans une partie de la société. Alors, pour commencer notre réflexion commune, on va poser la question, mais pourquoi? Moi, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que l'opinion publique assimile de plus en plus la religion, je ne sais pas moi, au fondamentalisme, puisqu'on parle de la religion musulmane, aux abus sexuels dans l'église catholique, aux abus sexuels aussi dans l'église même bouddhiste? Est-ce que l'opinion publique est de plus en plus, prend de plus en plus ses distances à cause de ces excès? Clairement, en fait, il y a deux phénomènes parallèles et en même temps un peu contradictoires. Il y a le côté, il y a des gens qui vont aller dans une forme de radicalité religieuse, c'est vrai, ça existe aussi, et de l'autre, on a ce côté où on dit, chacun peut faire ce qu'il veut, mais je m'éloigne quand même du religieux, de l'institution, de ce genre de choses. On a vraiment les deux phénomènes côte à côte. Voilà. Oui. Je crois aussi que le fait de se revendiquer d'une religion devient plus difficile pour les générations actuelles qui sont habituées un peu à faire leur marché dans les questions spirituelles. Je pense que ça, on le voit très bien avec tout ce qui va être de l'ordre de la spiritualité dite New Age, c'est-à-dire ces différentes croyances qui sont pas forcément très structurées, mais qui vont permettre quand même d'avoir un certain rapport avec la transcendance. Se revendiquer aujourd'hui catholique, c'est effectivement devoir à un moment s'intéresser et répondre des questions des abus sexuels dans l'Église, c'est vrai. Et on sait ce que c'est que de se revendiquer
de se dire musulman. On peut aussi se retrouver confronté à ces questions sur les questions terroristes notamment. Et vous l'avez signalé, le bouddhisme non plus n'est pas exempt lui-même de. Donc effectivement, disons que ça correspond un peu avec notre époque, c'est-à-dire des sociétés qui sont néolibérales, qui permettent à chacun de s'affirmer en tant qu'individu, de chercher à faire son propre petit bricolage. Vous le disiez très bien, spirituel. Mais est-ce que vous pensez, vous, ça y est, je vous ai entendu parler de libéralisme, et vous pensez que c'est lié? Vous pensez que cette désaffection est liée au libéralisme? Je pense que la déconstruction, en tout cas des trois grands monothéismes, est certainement liée au triomphe du néolibéralisme, et qu'il n'a pas laissé de vide derrière lui. Il a laissé d'autres croyances notamment New Age, je le disais tout à l'heure, prendre de la place. Oui. Les religions sont décrédibilisées. En tout cas, vous avez pointé clairement des éléments très négatifs qui sont liés au fait qu'il y a aussi une difficulté dans les religions à avoir une propre autocritique, à avoir un certain nombre de choses qui permettraient de finalement peut-être moins dégoûter les gens, entre guillemets. On voit bien le temps que ça a pris sur les questions. La commission Sauvé, c'était il y a 2 ans, sur les abus sexuels dans l'église. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas... Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Sur les questions de radicalité religieuse, notamment liées au djihadisme, là aussi, tout le monde n'est pas exempt de reproches. Et puis je crois que vous avez quelque chose aussi qui est de l'ordre de... En fait, ce que je dis n'engage que moi, mais pour l'ancienne génération, vous avez quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la foi, de la spiritualité et autres. Ce qu'on entend, et dans lequel je suis d'accord, il y a vraiment aujourd'hui plus une espèce de bricolage, chacun prend ce qu'il veut finalement. Ça accompagne d'un autre phénomène, à mon avis, c'est que vous avez aujourd'hui des mouvements, des phénomènes un peu identitaires. On croit plus pour revendiquer une appartenance, pour être dans un groupe, pour les jeunes, ça peut être ça. Et donc ça pose d'autres questionnements qui n'ont pas grand-chose à voir avec la foi, en fait. Ça pose d'autres questionnements liés à du vide. Et ça peut se retrouver partout. Vous avez du côté d'une certaine frange du monde politique des gens qui aujourd'hui essayent d'associer le catholicisme à l'identité française, si vous voulez. Ce serait plus identitaire, ce serait on est catholique. Je pense à des gens comme M. Zemmour ou d'autres. Et vous avez aussi chez les jeunes musulmans des gens qui sont pas très qui vont pas à la mosquée tous les vendredis, je pense, et qui pourtant se revendiquent parce que voilà. Donc évidemment tout ça, on mélange beaucoup de choses, et finalement là-dedans la vraie spiritualité, est-ce qu'elle est vraiment encore, est-ce que c'est l'élément principal? Oui, et ça pose de multiples questions. Le prosélytisme, la liberté religieuse, est-ce que la liberté d'observer la foi est menacée ou pas? Beaucoup de questions. Oui. Alors on a sur ces questions-là des questions très intéressantes, parce qu'on voit que les jeunes générations sont plus dans une logique dite anglo-saxonne, ce qu'on comprend du côté anglo-saxon, c'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il veut. Ça choque beaucoup moins d'avoir des signes ostentatoires, religieux, etc. chez les jeunes. Et c'est documenté par plusieurs études, aussi des sondages qu'on prend avec des pincettes. Les jeunes professeurs également d'ailleurs. Signalons-le. Tout à fait. Voilà. Donc ça, on a ce côté-là. Chacun peut faire ce qu'il veut, etc. Et en même temps, on accepte, et chez les jeunes, on accepte les signes religieux. Mais exactement, on les accepte, et ça pose pas de problème. Au contraire, on considère que quand on revendique une forme de laïcité, c'est un danger. C'est un danger pour la liberté. On le voit partout, on le voit dans les études qui concernent plus les jeunes. Alors, quand ça on veut dit dire jeunes, quoi, que les jeunes ne comprennent pas la laïcité? En tout cas, qu'ils n'ont pas la même définition qu'un certain nombre de personnes. Oui, ou alors qu'il peut y avoir aussi des débats sur la laïcité en France. Oui, on ne va pas ouvrir le débat sur la laïcité, mais c'est vrai que vous avez une conception, vous avez plutôt 2 traditions sur la laïcité, et notamment une tradition qui considère que le port ostentatoire de signes religieux n'est pas véritablement dans la tradition laïque de la France, qu'il faudrait plutôt réserver ça au strictement intime, et puis une tradition plus libérale, que moi je m'inscris, j'ai aucun problème à le dire, où effectivement la liberté de conscience peut aussi s'exprimer par des signes extérieurs, tant que c'est pas dans le service public, tant que c'est pas à l'école, tant que c'est pas voilà. Et vous avez ce débat en France qui est vif, on le sait, et qui peut effectivement correspondre à un schisme générationnel aussi. Oui, il y a débat sur le port des signes religieux, mais débat sur l'abattage rituel, mais débat sur la circoncision. Tous ces débats-là sont engagés. Et il reste
permanent. À ceci près que le débat sur le port de signes religieux concerne particulièrement l'école et concerne particulièrement la façon dont les élèves vont vivre les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres. Dans l'espace public, oui, mais à l'école, il est fort en ce qu'on a vu récemment venir des jeunes filles, par exemple en djellaba, et on sait que ça a été un problème dans certains lycées, je pense au lycée Joliot-Curie, si je dis pas de bêtises, à Nanterre, où il y a eu effectivement des mouvements, disons, des mouvements de protestation des étudiants, des élèves, pardon, qui à la fois prenaient, je crois, défense pour un de leurs professeurs qui était muté, mais qui aussi revendiquaient eux-mêmes le port de la djellaba comme étant un vêtement non religieux qui aurait été interdit par l'établissement. Donc c'est quelque chose qui va concerner ce qu'on appelle parfois un peu facilement le vivre ensemble de façon très directe, puisqu'on va avoir ces élèves qui vont se retrouver eux-mêmes confrontés à ce genre de débat et ne pas hésiter à prendre la parole à ce sujet-là. Ils vont eux-mêmes en parler. Ce qui est assez intéressant. On le voit dans le sondage d'ailleurs. On voit que ceux qui parlent le plus de religion, ce sont les plus jeunes générations. C'est intéressant de voir que ça les concerne directement. Parce que les plus jeunes générations, comme vous le disiez, portent, je parle chez les musulmans par exemple, portent plus facilement le voile que les anciennes générations, mais parallèlement à ça, sont peut-être plus tolérants, les jeunes générations sont plus tolérantes vis-à-vis des... Non, vous n'êtes pas tout à fait... Non, je finis ce que j'ai conclu de ce que j'ai lu sur l'enquête de l'INSEE, notamment. Les jeunes générations qui portent, c'est vrai, chez les musulmans plus les jeunes filles, plus le voile que les générations précédentes, on est bien d'accord, mais qui aussi acceptent peut-être plus facilement d'autres religions. Chez les jeunes, comme vous le disiez, pour corroborer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une forme de libéralisme. Chacun peut croire en ce qu'il veut et ça ne nous choque pas. C'est ça, c'est-à-dire que ce retour du religieux dans une partie de la population est accompagné d'un discours que je qualifierais de relativiste. Chacun fait ce qu'il veut tant que ça me dérange pas, tant que c'est pas un souci. Et alors je sais pas si les gens sont plus ou moins tolérants. Faudrait rentrer dans autre chose. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais en revanche, ce discours-là existe clairement. Le droit de l'individu l'emporte sur celui de toutes les communautés. C'est ça, et je trouve que la réflexion autour du libéralisme est très intéressante, et de l'identité, en effet. C'est accompagné, c'est-à-dire qu'on est sorti de la société du destin social. J'étais fils de cordonnier, je devenais cordonnier, pour être dans une société de la liberté individuelle. Je fais mes propres choix partout, tout le temps. Et ça s'accompagne parfois par une sorte de vide un peu identitaire, c'est vrai. Et dans ce contexte-là, le religieux, ce que moi j'ai appelé le prêt à croire, mais je l'ai repris de Daniel Hervieux-Léger, c'est une réponse à toutes les questions qu'on peut se poser existentielles. Et c'est pour ça que ça peut être aussi un système très globalisant. Alors, on va poursuivre. Je suis obligé d'observer une petite page de pub. On va poursuivre. Il est 11h16 à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h19. Merci d'être avec nous. Jean-Loup Adenor est journaliste à Marianne, spécialiste des questions de religion. Tariq Yildiz, sociologue et essayiste, auteur de La fatigue d'être soi, au prêt à croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste. Édition du Puy de Roulet. Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Le phénomène religieux, nous en parlons ce matin. Je posais la question, est-ce que les religions sont décrédibilisées ? En partie, notamment chez les jeunes. Pourquoi ? Même si il y a des tendances, il y a d'un côté les jeunes qui, eux, se tournent vers la religion, notamment des jeunes filles vers la religion musulmane, mais aussi des jeunes qui se tournent vers les évangélistes ou d'autres religions. Et puis vous avez aussi beaucoup de jeunes qui veulent ignorer et repoussent toute tentative communautariste. Absolument, c'est pour ça que je parlais de dynamique contraire. On a vraiment les deux dynamiques qui s'observent, et dans la jeunesse, dans les deux cas. On a, je donne souvent cet exemple, des jeunes qui vont poser des questions existentielles sur tout, qui vont demander, par exemple, est-ce que j'ai le droit de consommer du fromage caprice des dieux ? Et là, il y a un gars qui va dire non, on n'a pas le droit parce que Dieu est au pluriel. Ça peut faire sourire, mais c'est-à-dire qu'on va avoir des questions sur des micro-détails et on va nier l'individualité. Et en parallèle, on va avoir des jeunes qui vont s'éloigner de manière drastique du côté religieux. Mais je regardais, je vais vous donner la parole, je regardais la Cour de justice de l'Union européenne, qui évidemment est de plus en plus appelée à se prononcer sur ces questions. Je regardais, je lisais, je crois que c'est dans un article du Monde, des salariés licenciés, elle doit juger des salariés, juger le sort, parler de salariés licenciés car il ou elle portait un voile islamique. Bon, très bien, un turban sikh.
très bien, ou hindou, évidemment. Un État accusé de restreindre le droit au prosélytisme. Le droit au prosélytisme. Un hôpital catholique s'estimant injustement condamné pour avoir licencié un médecin divorcé remarié. Un salarié hindouiste d'une société de nettoyage congédié car il refusait de travailler dans un cimetière. Ou alors une protestante poursuivie pour avoir partagé sur les réseaux sociaux des passages de la Bible jugés homophobes. Vous vous rendez compte? Partout, ces procès se multiplient. Ce que ça dit, ce qui est super intéressant, c'est que tout à l'heure, on disait que chez les jeunes, on est de plus en plus, chacun fait ce qu'il veut du moment que ça ne pose pas de problème. Mais en fait, nécessairement, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que la coexistence de deux codes de conduite, de deux codes de règles, c'est-à-dire le code religieux et le code laïque, leur coexistence pose problème. À un moment, où commence ma liberté et où s'arrête celle de l'autre? Mais il n'y a pas un pays au monde où l'on parle autant de laïcité qu'en France. Oui, on parle autant de laïcité. N'oubliez pas, il y a une loi particulière, une loi très française, la loi de 1905, elle est très française. Est-ce que pour autant, quand on dit que chacun est libre du moment que ça ne touche pas à ma liberté, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le cas quand on se retrouve avec des affaires Mila, par exemple, des affaires Benjamin Ledic, cet influenceur assez jeune qui est dansé de façon suggestive dans une église il y a quelques mois de ça. L'idée que les religions peuvent exister parce qu'elles ne feraient de mal à personne, chacun serait libre de croire, c'est profondément contraire au fait que les religions sont d'abord et avant tout un code de conduite. Et c'est ça qui est important de comprendre, et que ce code de conduite-là, il va coexister avec d'autres règles qui seront de plus en plus contraires, parce que les sociétés se libéralisant, on voit que par exemple la question du mariage homosexuel, la question de la présence homosexuelle dans la société, va nécessairement heurter les fondements conservateurs des religions. Ben évidemment. Alors, et ça heurte toutes les religions d'ailleurs. Absolument. Un peu moins peut-être la religion protestante, mais ça heurte toutes les religions. Non mais alors par rapport à ce que vous avez, juste pour reprendre sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les droits de l'individu priment sur ceux des communautés. Bon, moi je trouve que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On est toujours en train de nous parler finalement d'un enfermement communautaire par rapport aux religions. Le fait que les jeunes, les individus soient plutôt dans une démarche libérale au sens politique, au sens individuellement, je ne me laisse pas, je revendique peut-être au sens sociétal. Voilà, je revendique peut-être à un moment pour moi quelque chose, mais je ne demande pas des droits spécifiques pour une communauté. Ça me semble quand même extrêmement important. Et si j'entends tout à fait ce que vient de dire Jean-Louis Adenor sur les droits, quand les droits sont revendiqués pour les communautés, c'est là qu'en général le discours d'intolérance face au blasphème, face aux cas aux exemples qui ont été donnés, peut surgir. Donc il faut évidemment combattre ça. Mais à l'inverse, ce que vous disiez sur les décisions de justice européennes démontre que si on doit être intraitable en France, parce que c'est notre tradition, parce que c'est la laïcité, sur le droit à blasphémer ou la possibilité de blasphémer, on doit l'être tout autant sur tous les types de discrimination. Et quand vous avez effectivement aujourd'hui quelque chose dans la société française où finalement on considère un petit peu que, contrairement à l'ensemble du droit européen, quelqu'un qui viendrait dans une entreprise, à condition évidemment que l'entreprise ne soit pas dans le service public ou autre, avec un signe religieux, ce serait plutôt à lui de retirer son signe religieux. Bah non, la personne est discriminée en réalité. Et donc il faut être intraitable sur les deux plans. Et moi je pense que ça peut conduire à des difficultés de cohabitation, mais que c'est pas inéluctable. Tout dépend encore une fois de l'équilibre qu'on trouve. Il faut que chacun puisse, foi ou pas foi, religion ou pas religion, se sentir totalement libre dans cette société et non discriminé. Moi, c'est ça mon combat depuis toujours. Bien. On va revenir sur ces combats-là. Je voudrais, vous raconter, au Canada, j'ai lu ça encore en travaillant le sujet, au Canada, un enfant sikh peut venir à l'école avec son couteau rituel. Tout à fait, oui. Par exemple, vous imaginez en France? Oui, non mais là je trouve impossible. Effectivement, notre loi de 2005 et de 2004 est très bien pour ça. C'est bien de vous le redire. J'ai jamais été contre cette loi, il n'y a pas de problème. Je suis contre les extensions potentielles qu'on veut toujours en faire, parce que vous avez toujours maintenant dans les différents partis politiques des gens qui veulent aller plus loin. Rappelez-vous la dernière présidentielle, Madame Le Pen voulait interdire le voile dans l'espace public. Ça pour moi c'est purement intolérant et purement discriminant. Alors qu'en revanche à l'école on peut considérer effectivement l'école républicaine en France, c'est un sanctuaire. Il n'y a pas de difficulté. C'est normal, oui. Vous voyez, même vous, Monsieur Taché, vous êtes vraiment imprégné de cette tradition politique. Tout à l'heure, vous avez très bien résumé le fait qu'il y a deux traditions autour de la laïcité. En disant, moi, je suis plutôt de la tendance libérale. Oui. Mais en fait, en disant ça, vous êtes un peu aussi de l'autre côté. Je trouve ça très bien, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, on n'a pas la même tradition politique que les anglo-saxons, que les États-Unis. Oui. Aux États-Unis, il y a une séparation de l'Église et de l'État. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mise en place? C'était pour d'abord protéger les citoyens de l'État. Et en France, c'est l'inverse. On a voulu protéger l'État des citoyens, des communautés religieuses, je veux dire. Voilà. Oui. Et donc, on le voit partout. On le voit partout et on a peur des signes religieux, à mon avis, plutôt à juste titre, c'est-à-dire que je préfère que ce soit plutôt dans la sphère privée à titre personnel, mais on comprend beaucoup de choses quand on a cette histoire en tête. Oui. Prenons deux exemples.
Hein. Il est 11h26. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre nos exemples juste après la pub. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien. Je voulais prendre 2 exemples. L'interdiction de l'abattage rituel, qui revient régulièrement, ça revient à chaque élection, parce que, par exemple, le Rassemblement national demande cette interdiction, mais le Rassemblement national n'est pas seul à demander cette interdiction. Attention, toutes les associations défendant les animaux demandent l'interdiction de l'abattage rituel et demandent un étourdissement avant l'abattage. Hein. Et les religions, notamment la religion juive et la religion musulmane, se battent contre cette interdiction. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les États pouvaient l'interdire. C'est un signe. Est-ce un signe que c'est ce que disent les musulmans ou les juifs, disent attention, c'est notre liberté qui est en jeu, notre liberté religieuse qui est en jeu. Vous pensez qu'elle est en jeu sur cet exemple, moi, par exemple, très sincèrement, sur la circoncision? Ouais, j'ai beaucoup de mal à considérer que les libertés religieuses soient en danger aujourd'hui en France et en Europe. J'ai plutôt l'impression qu'on voit de plus en plus des politiques, notamment européennes, être plutôt accueillantes et plutôt prendre en considération le fait religieux de façon de plus en plus élargie. Alors cette question de l'abattage rituel, je n'avais pas la décision de la Cour, donc je suis surpris de la prendre. Oui. Mais il suffit de regarder la façon dont la question du blasphème est traitée, notamment la façon dont on évite de traiter ces questions-là. Je le répète, l'exemple de tout à l'heure sur les 2 jeunes qui ont blasphémé et qui ont été harcelés par la suite. C'est compliqué dans l'opinion publique de trouver un soutien de ces personnes-là. Ou alors chez des gens qui sont des laïcs convaincus, qui sont des militants athées ou des militants laïcs qui vont pouvoir défendre plus facilement. Mais dans la population générale, on est plus sur une indifférence, une gêne, ou alors complètement un désaveu, une désapprobation. Oui, mais je reviens. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'abattage rituel? Parce que c'est pour ces religions, la religion musulmane et la religion juive, c'est quelque chose de fort. Bien sûr. C'est un rite. Même plus qu'un rythme, un rite, c'est vraiment ancré dans leur pratique religieuse. Et elles disent, c'est vrai que c'est de plus en plus contesté, mais vous l'entendez partout, vous voyez partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue? Quel est votre point de vue? Ça, c'est un débat vraiment. Ça fait partie des questions assez épineuses, parce que pour le coup, là, en plus, on est plus dans de la revendication liée à des communautés. En même temps, on peut pas faire comme si on ne voyait pas que ça touchait des religions dont les individus sont aussi ceux qui peuvent souffrir de discrimination et qui peuvent avoir l'impression, à tort ou à raison, moi j'ai tendance à penser plutôt à raison, parfois peut-être à tort, qu'il y a un discours un petit peu de stigmatisation ou de rejet de leur propre religion. Et ça nourrit des replis aussi identitaires. Donc c'est le serpent qui se mord la queue finalement. Sur cette question de l'abattage rituel, évidemment, moi je suis un défenseur des droits des animaux. Je considère que l'étourdissement, ça serait certainement mieux. En même temps, est-ce que c'est vraiment à moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas musulman, de pouvoir dire quoi que ce soit sur les questions de culte? Donc ce qui serait bien, c'est que ce soit dans les religions elles-mêmes et dans le culte, mais ça c'est toujours un peu des injonctions qui sont un peu pieuses, que des débats aient lieu et que les choses évoluent. Et moi je suis pas certain que la jeune génération, qu'elle soit musulmane ou juive, peut-être que demain elle expliquera que finalement l'abattage rituel n'est plus indispensable. Très intéressant, parce qu'aujourd'hui, les responsables de ces religions disent si on touche à ça, c'est la liberté d'observer la foi qui est menacée. Oui, mais il y a dans ce débat, il y a deux camps entre guillemets qui font de la politique en réalité. C'est-à-dire que quand le RN fait ça, il fait de la politique, tout simplement. Mais il n'est pas seul, le RN. Oui, bien sûr, mais je prends le RN parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Parce que les défenseurs des animaux, ils sont sur le même terrain. Très bien, mais ils font aussi de la politique. Loin du RN d'ailleurs. Non, ils sont pas toujours adhérents du RN. Ils font aussi de la politique peut-être de façon un peu plus vertueuse, mais c'est aussi de la politique. Et les responsables du culte, dans le même sens, font de la politique en défendant une vision plutôt, disons, figée ou conservatrice du dogme religieux. Ils font de la religion. Qui est-ce qui ne fait pas ils font de la politique? Qui est-ce qui ne fait pas de politique là-dedans? Ceux qui ne font pas de politique là-dedans, c'est les croyants. Que chacun décide, en son âme et conscience, de manger un animal, ou en tout cas des produits d'un animal qui n'a pas été étourdi avant d'être tué. Je pense que ça, c'est en son fort intérieur à chacun. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, si les pouvoirs publics, si la République doit prendre une décision là-dessus, moi je pense que c'est aussi à elle de se prononcer parce que c'est de l'alimentaire. Des pays se sont prononcés. 2 pays ont interdit. Et c'est bien là qu'on voit la zone de conflictualité. C'est bien là qu'on voit qu'une règle est édictée de façon générale pour tous et que des cultes vont demander des droits particuliers.
C'est ça la réalité. Alors qu'il y ait un débat, ça me choque absolument pas. Mais en revanche, moi aussi, je pense qu'il faut pas demander au culte de changer quoi que ce soit. En fait, faut pas avoir de discussion, à mon avis, avec les cultes sur des questions précises de société. C'est une question de société. Quelle place est-ce qu'on veut accorder aux animaux? Est-ce que nous on considère que c'est de la souffrance animale? Oui, non. Il faut pas faire attention aux remarques des cultes. Si on considère que c'est on ne doit pas grave, les prendre en compte. Si on considère que c'est grave en tant que société, on doit les prendre en compte comme citoyens, comme n'importe quel autre citoyen. Si collectivement on considère que c'est grave, on dit que c'est plus permis. Si jamais demain il y a un individu qui passe au feu rouge et qui me dit dans ma religion j'ai le droit de passer au feu rouge, je lui dis pas qu'il a le droit. Oui. Non, je dis en fait on n'a pas le droit parce qu'on a pris cette décision collective. Et je pense qu'on doit rester sur du collectif pour prendre ces décisions-là. J'ai pas d'avis tranché sur la question, mais enfin c'est une décision qui doit être prise collectivement. Oui. La circoncision, même chose. Même chose. Violation de l'intégrité physique de l'enfant. Il y a eu des procès et il y a eu des procès. Et la Cour de justice a été obligée de se prononcer. La circoncision, mais je pense à plus juste titre encore que l'abattage rituel, c'est une violence qui est faite à un enfant. Alors elle est faite pour des raisons qui sont des raisons expliquées, qui sont culturelles, qui sont religieuses, qui sont bien digérées par la cellule familiale. Mais ça reste une violence. Ça reste une violence. Je veux dire, si on peut avoir un discours critique du fait de faire porter le voile à des jeunes filles, comment ne pas avoir un discours critique de la circoncision? Oui. Après, pour vous de la même façon. Donc, bien sûr. Mais qui doit décider? Moi, je sais pas. Qui doit décider? Qui doit décider pourquoi? Pour interdire ou pas. Qui doit décider? Le pouvoir politique? Je trouve que quand même le pouvoir politique qui déciderait une loi qui interdit la circoncision, il irait un petit peu loin quand même finalement. C'est vrai. Enfin, je veux dire, ça pose une question qui est plus large, qui est pas facile, mais ça pose la question effectivement de finalement ce qui peut relever de l'éducation familiale et de ce qui doit relever finalement des décisions et des lois prises par l'État. Et c'est vrai que si on pousse les choses, quand un enfant se fait baptiser par ses parents, il n'a pas vraiment le choix finalement. Non, mais d'accord, mais quand il se fait baptiser par ses parents, on lui découpe pas une partie de son corps. Non, bien sûr, je vais aller au, il y a une violence. Je vais aller au bout. Pour moi, l'État doit intervenir. L'excision, c'est purement une barbarie pour le coup. Oui, on interdit l'excision, mais on permet la circoncision. C'est pas tout à fait de la même nature quand même. Mais bon. Et simplement pour dire, moi, l'État doit intervenir et ingérer de manière, c'est sa mission dans l'éducation familiale quand elle porte atteinte aux droits de l'enfant, quand elle porte atteinte finalement à sa santé, à sa sécurité. Pour ce qui est purement du choix familial, des valeurs qui sont transmises, religieuses ou pas ou autres, c'est quand même assez compliqué d'aller trop loin dans un État qui ingère, à mon avis, de cette manière. Je le pense. Voilà. Bien. Muriel est avec nous à Béziers. Bonjour Muriel. Bonjour M. Bourdin, bonjour à tous. Alors Muriel, vous êtes catholique Muriel? Oui, j'ai été baptisée, puisque mon papa était italien, donc la religion, mais nous n'étions pas des pratiquants, c'est-à-dire qu'on allait au mariage, aux enterrements, mais nous ne pratiquions pas tout le temps, tous les dimanches, aller à la messe. Et j'ai continué. Parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, alors je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que pour moi il y a une force au-dessus de nous qui s'explique. C'est ce que je m'explique moi. Et si j'ai à parler au bon Dieu, si j'ai à m'adresser à lui, je m'adresse directement de chez moi. J'ai pas besoin de passer par un confessionnal. J'ai pas besoin de ce faste par une hiérarchie. Vous n'avez pas besoin de passer par une hiérarchie. Non, pas du tout. S'il existe, ne pas le solliciter pour de l'argent, pour des choses comme ça. On prie pour quelqu'un, pour sa santé, mais après, moi je le fais moi-même, je suis grande, j'ai pas besoin qu'on m'indique et puis d'envoyer des enfants avec tout ce qui se passe. Et puis j'entendais, et pour les musulmans, on égorge les animaux, et pour ceux-ci, pour les juifs, la circoncision. Non, je suis désolée. Une religion, elle est personnelle, elle doit pas être édictée par des gens qui l'ont écrite ou dite il y a des centaines d'années, des milliers même, plus d'années. Oui, je comprends. Donc, pas par une hiérarchie qui applique aveuglément des dogmes. C'est ce que vous voulez dire. Bien, merci Muriel.
Oui, vous rebondissez. C'est intéressant ce type de croyance qui, je pense, est quand même très très répandu. Je sais pas ce que mes amis ici vont en penser, mais on est sur un déisme en fait d'inspiration catholique. C'est-à-dire que la religion catholique, je connais, enfin je vais pas rester le credo ici, mais il s'agit de croire en la Sainte Église romaine dans le credo catholique. Donc on est censé quand même aller à la messe, et cette verticalité, elle est prévue par le culte. La vérité, c'est que beaucoup de gens pratiquent comme ça, et c'est tout à leur honneur. Je critique pas du tout ce que dit Muriel, au contraire, mais beaucoup de gens pratiquent comme ça. C'est-à-dire ont un bassin culturel, voilà, là en l'occurrence italien, catholiques, et vont avoir cette besoin aussi. Voilà, mais bien sûr, mais je pense que c'est une fonction du cerveau humain que de vouloir croire. Je pense que l'être humain a besoin de croire. Cette pratique-là, c'est la pratique la moins, disons, qui vous met le moins en défaut par rapport à vos valeurs. Quand il y a des problèmes de pédophilie, par exemple, c'est dur d'aller à l'église. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Bien sûr. Oui. C'est amusant parce que tout au long du XXe siècle, on a dit la modernité va éluder la religion. Et Max Weber a parlé de désenchantement du monde, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate, c'est que ça n'a pas du tout éludé la religion, mais ça l'a transformé. On a ce rapport beaucoup plus individuel qu'on vient d'entendre. André Malraux lui dit que le 21e serait celui du religieux. Donc vous le pensez? Est-ce qu'il est celui du religieux? Écoutez, je pense quand on je sais pas si. Oui, pour moi, clairement. Mais moi, c'est mon objet de travail, donc forcément, je passe beaucoup mon temps là-dedans. Donc entre l'augmentation des néo-spiritualités, les dérives sectaires, le 21e siècle qui s'ouvre sur un conflit. La spiritualité au sens large. Bien sûr. Alors, il est spirituel, disons-le comme ça, peut-être. Et pour reprendre sur le débat précédent, je suis tout à fait d'accord. C'est une forme de déisme. Mais même pour aller peut-être dans le sens de Jean-Louis Adenor, je pense que c'est une forme d'anticléricalisme et que c'est finalement souvent ça le débat en France. On confond souvent le débat sur les religions et le cléricalisme. Moi, encore une fois, je le redis, sur toutes les formes de spiritualité, de religion, à partir du moment où on est dans une forme de tolérance, je n'ai aucun problème. Le cléricalisme peut conduire, et le combat historique de la gauche en France a été contre le cléricalisme et pas contre les religions. En tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je le perçois. Et là, on voit à travers ce témoignage que les gens, en fait, ne veulent plus être comptables de ce que disent les prêtres, mais peuvent croire de leur côté. Évidemment, on a d'un côté un besoin de spiritualité qui est évident, et puis de l'autre côté, on a un besoin de matérialité, qui est évident et qui s'exprime aussi, notamment chez les jeunes, qui sont terriblement partagés sur ces questions-là. On va en parler juste après la dernière pause. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h45, midi moins le quart, nous terminons notre débat. Nous parlions de ce besoin de spiritualité qui existe dans notre société, un peu perdue parfois, et les religions ne canalisent pas toujours ce besoin de spiritualité, quelles que soient les grandes religions. Bon, même s'il y a des religions qui sont en progression. Je pense aux évangélistes, par exemple. D'ailleurs, pourquoi le succès des évangélistes? Tiens, vous connaissez... Non, je peux vous proposer des pistes de réponse si vous voulez. Le rapport le rapport à la foi, ce qu'on appelle parfois les charismes de l'esprit, enfin toute cette partie très vibrante de la spiritualité est beaucoup plus fort chez les évangéliques. C'est un rapport à la transcendance, vraiment il y a une affaire de quasiment ésotérique dans le rapport à Dieu qui est collectif, absolument, qui s'exprime dans la pratique du culte, dans l'émotion. Dans l'émotion, bien sûr. Et je pense que c'est quelque chose qui peut contraster par rapport un peu au côté un peu plan-plan de l'Église catholique romaine je parle bien de la façon dont elle exerce son rituel. Exactement. D'ailleurs, on a ce courant catholique qui s'appelle le renouveau charismatique, qui est un courant qui a pour objectif de s'inspirer de ce que font cette frange évangélique et protestante américaine pour réussir à revivifier l'Église. Et donc, dans ces cas-là... D'ailleurs, les musulmans sont confrontés au même problème que les catholiques. À savoir justement ce rituel qui finalement pèse. Qui pèse sur la pratique de la religion. Oui, c'est-à-dire que on a ces mouvements qui viennent plutôt de la base, qui vont vers davantage d'émotion, vers davantage de force, de discipline qui est dégagée par le religieux. Là où le côté institutionnel avait plus tendance à faire des compromis avec la société, avec tout un tas de règles, cette frange-là, que ce soit avec les évangélistes ou les plus radicaux chez les musulmans, on a ce côté intransigeant qui paradoxalement plaît beaucoup aussi. Plaît beaucoup à une partie. Voilà. Parce qu'il y a ce sentiment de puissance, de dire j'assume ce que je suis, j'assume mon idéologie. Il y a même des jeunes catholiques qui prennent en exemple les musulmans. Absolument. Et qui disent, regardez ce que font les musulmans, ce que nous ne faisons pas dans notre religion. Absolument. En tant que journaliste qui travaille là-dessus, ça m'arrive de voir ça à deux reprises particulièrement. On a vu, il n'y a pas longtemps, une espèce de tendance au retour du voile chez les jeunes chrétiennes. C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas observé depuis très longtemps, et on le voyait comme une façon d'afficher
son christianisme, son catholicisme, voilà, comme une façon aussi d'honorer un genre de pudeur religieuse qui est là pour le coup clairement inspiré de ce qu'on demande aux femmes dans la religion musulmane. Et on le voit aussi, et je suis désolé de revenir là-dessus, c'est pas une obsession du tout, mais dans les moments de blasphème public, la façon dont ces religions vont converger ensemble. On le voit, les jeunes sur Twitter et d'autres réseaux sociaux qui vont critiquer. Là, je crois que cette semaine, il y a eu un acteur qui a dansé déguisé en Jésus-Christ. Ça a fait un petit scandale. Et pourquoi ? Parce que, alors, évidemment, les chrétiens, cette génération-là de chrétiens est beaucoup plus susceptible et beaucoup plus sensible à ça, mais parce que il se trouve que Jésus, c'est un prophète à la fois de l'islam et évidemment le prophète par excellence du christianisme. Donc il y a une convergence quand même, et on le remarque dans ces moments-là où des chrétiens et des musulmans vont dire attention, on ne rigole pas avec la religion, attention, tu fais du mal à beaucoup de gens quand tu fais ça. Et la laïcité dans tout ça? La laïcité, pour moi, c'est justement de pouvoir à la fois avoir ce type de liberté, de moquer les religions, mais ne pas effectivement s'en prendre aux individus, ne pas s'en prendre aux croyants. C'est toujours ça qui est un petit peu difficile. Le discours doit pouvoir être très libre et très critique sur les dogmes, sur les religions elles-mêmes, mais ne jamais virer dans la discrimination ou l'attaque personnelle. Et le problème, c'est que vous avez toute une frange, vous avez des militants anticléricaux sincères qui sont vraiment dans cette logique, j'ai aucune difficulté avec ça, mais vous avez aussi de la récupération politique malheureusement, notamment très à droite de l'échiquier politique, pour s'en prendre aux croyants, pour s'en prendre à des gens qui finalement, en plus, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi dans le fait religieux des choses qui sont liées au fait que la société française change, qu'elle est multiculturelle, qu'il y a une immigration, que des immigrés peuvent être plus attachés à leurs convictions, et ne faisons pas le jeu de ces gens-là, parce que la laïcité, c'est justement de trouver un équilibre pour que la liberté de conscience et la liberté de ne pas croire puissent cohabiter. Oui, il y a un débat aussi sur le prosélytisme. Est-ce qu'il faut empêcher ou pas le prosélytisme? Ah, ça serait compliqué. Par essence, la plupart des religions sont prosélytes, pas toutes. Je vais être très mesuré là-dessus parce que j'ai dit l'inverse il n'y a pas longtemps, on me l'a reproché, donc je vais être mesuré là-dessus. Mais la plupart des religions sont prosélytes, elles ont pour objet principal de s'étendre. C'est comme ça. Donc l'interdire, je vois mal quand même comment ce serait possible dans la pratique. En réalité. Moi, je dis oui, empêcher. En revanche, ce qui est important, et c'est ce que je dis même au niveau des dérives sectaires, parce que le problème est relativement le même, il faut réussir à s'en méfier en réalité. Il faut réussir à décrypter un discours qui serait un discours prosélyte. Il peut être prosélyte dans le sens de trouver de nouveaux fidèles, mais il peut aussi être prosélyte dans le sens de modifier la pratique de certains fidèles. C'est-à-dire que des jeunes ou des gens d'ailleurs en général qui vont pratiquer leur religion de façon modérée, de façon tranquille, une femme musulmane qui ne se voilerait pas, par exemple, est aussi victime de prosélytisme quand elle se retrouve contrainte, plus ou moins consciemment, de se voiler parce que on lui explique que c'est là que ça marche. Adenor, on pense souvent, quand on parle prosélytisme, on pense souvent à la religion musulmane, parce qu'elle est au cœur de toutes les conversations. Mais elle n'est pas la seule à être prosélyte. On parlait des catholiques, mais on parlait aussi de tous les mouvements, non pas de l'Église réformée protestante. On le voit chez les évangéliques, bien sûr. On le voit. Les évangéliques, les baptistes, les adventistes. Et ils le font avec un certain talent, dans le sens où ils savent repérer les territoires où l'État, et c'est là qu'on voit l'importance de la puissance publique, qu'on voit l'importance de la présence de la République, où l'État, des territoires que l'État a abandonnés, on voit que c'est des territoires dans lesquels ils s'installent et dans lesquels ils font des actions auprès des jeunes, des mères célibataires, des familles, des personnes issues des classes populaires, et que c'est comme ça qu'on récupère en réalité de nouveaux fidèles. Ils ont un rôle social important aussi, qu'ils jouent et qui sert leur prosélytisme. Bien sûr, mais je pense qu'on va pas commencer à légiférer pour interdire le prosélytisme. Là, on rentrait dans une société où voilà, c'est super compliqué. Mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas respecter la loi. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un, pour prendre votre exemple, force une femme à être voilée, pour reprendre cet exemple, évidemment, c'est déjà interdit par la loi. On n'a pas besoin d'en inventer une nouvelle pour dire c'est pour les églises. Oui, je pense quand même que la loi est bien faite. Et je peux tout à fait être d'accord avec le fait que vous pouvez avoir, et je suis content, je sais que je ne dis pas du tout que Jean Adenor dira autre chose, mais vous avez des gens qui disent aujourd'hui c'est ces territoires qui veulent faire sécession. Pas du tout, c'est des territoires qui ont été abandonnés par l'État. C'est important de le rappeler. Et effectivement, là, vous avez un vide dans lequel se nichent beaucoup de choses. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire, parfois, quand vous avez des groupes religieux qui font du prosélytisme et qui expliquent que si tu veux jouer au foot, si tu veux faire ci, il faut que tu ailles à la mosquée ou je sais pas quoi, il faut combattre ça. Mais à l'inverse, vous avez aussi dans ces quartiers de jeunes, souvent musulmans, on va pas se mentir, mais comme vous trouviez des jeunes engagés, ou des gens engagés dans la religion catholique, par exemple, pour aider les migrants, pour faire plein de choses, qui ont un engagement social et politique qui peut être lié à leurs valeurs religieuses, et vous avez dans ces quartiers-là des jeunes qui affichent une spiritualité, mais qui font vivre
vivre une vie associative de quartier qui est très positive. Donc il faut pas être manichéen. Ça peut être les deux. On débat, on est en plein Ramadan. Il y a eu un débat sur les terrains de foot pour savoir s'il fallait arrêter les parties pour permettre effectivement la rupture du jeûne. Moi, ma tolérance, je vais vous le dire, parce que moi j'aurais trouvé que c'était pas si grave. Hein. Ça se fait en Allemagne, ça se fait en Angleterre. Bon, vous trouvez que c'était pas si grave? C'était pas si grave. La Fédération française a dit non. Oui, je sais bien, mais enfin bon, là je trouve qu'on est un peu grave. Après, ça dépend. Je pense que là, on est sur des choses très très personnelles, mais c'est vrai que tout ce qui, parce qu'il faut pas être naïf non plus. La présence du religieux, la visibilité du religieux dans l'espace public est un outil de prosélytisme. C'est le cas. Montrer la religion, c'est intéresser les gens à la religion. Donc effectivement, tout dépend du modèle de société qu'on veut. Moi, je suis plutôt partisan d'un modèle de société sécularisé. Voilà, je suis plutôt partisan de ce modèle-là. Donc effectivement, je pense que la République et les corps, les institutions créées n'ont pas à reculer ou à modifier leurs règles devant des revendications qui sont de plus en plus importantes. C'est ça qui est important. Vous n'êtes pas d'accord. C'est une forme de prosélytisme. Évidemment que c'est une forme de prosélytisme, bien sûr. Peut-être que c'est pas une forme de prosélytisme, mais c'est une vraie question de principe. C'est vrai que pris individuellement, on se dit c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est une question de principe. Est-ce que c'est à l'institution de s'adapter aux joueurs ou est-ce que c'est l'inverse? Et c'est parce que je pense moi que c'est plutôt l'inverse que je trouve que la décision est plutôt bonne. Pour vous, elle est cohérente en tout cas. Elle est plutôt cohérente. Il y a une question qui se pose pas mal en ce moment et on devrait avoir un jour une réponse, j'imagine, dans le courant de l'année. C'est sur la question du voile dans l'avocature chez les avocates. Les barreaux doivent se prononcer isolément. Chaque barreau décide pour sa juridiction. Il se trouve que le Conseil national des barreaux va se prononcer, il me semble, selon les infos que j'ai, bientôt, on espère, de façon à pouvoir unifier le règlement sur le territoire. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit unifié? Parce qu'à partir du moment où il y a une brèche qui a été ouverte, quelque part, dans un des barreaux qui serait peut-être le plus libéral, pour reprendre un terme que M. Taché a utilisé tout à l'heure, il se trouve que beaucoup d'autres seraient tentés de le faire, ou alors, on pourrait leur rétorquer, mais pourquoi est-ce que vous décidez de rester sur une règle qui est aussi stricte ici, là où là-bas, on est plus libéraux? Vous n'êtes pas tout à fait sur le même pourquoi, mais pour monsieur, c'est ça, là, quand j'expliquais tout à l'heure de traditions qui, pour moi, sont de traditions de laïcité, mais qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que pour moi, dès que vous représentez le service public, dès que vous représentez l'État, vous devez être strictement neutre. Donc un professeur, on peut étendre jusqu'aux élèves dans le cas de l'école parce que c'est particulier, doit absolument être neutre. Aucun signe religieux ne doit être tolérable. En revanche, un avocat, c'est une profession libérale, justement. Et donc, à mon avis, un avocat ou une avocate, il fait ou elle fait ce qu'elle veut. Et ses clients viendront le voir ou ne pas le voir. Et c'est pour ça qu'on a peut-être une nuance sur le fait... Mais j'ai la faiblesse de penser que j'ai un esprit critique suffisant pour quand je croise quelqu'un avec un signe religieux, ça n'influe pas beaucoup sur ma conviction. Mais d'accord. Profession libérale, il se trouve qu'ils sont quand même, ils participent quand même de la justice. Je sais bien qu'ils sont pas fonctionnaires, je sais bien qu'ils sont pas magistrats, je sais bien, je vous remercie. Mais il se trouve quand même qu'ils servent eux aussi la justice et qu'ils participent. Ils rentrent par la justice. Ils participent à ce que la justice soit rendue, en tout cas. Au jugement, défendre des individus. Mais pour moi, une juge voilée, c'est choquant. Une avocate voilée, ça ne l'est pas. Voilà. Mais bon, c'est mon point de vue. C'est vous? Moi, je suis plutôt défavorable parce qu'on autorise le voile pour les avocats. Oui, pareil. Je pense que parce qu'on est quand même dans un cadre, on est quand même dans un tribunal. Et donc ce côté, ce qu'on dit pour l'espace, disons pour l'école, etc. Je pense que ça peut être aussi faisable. Mais bon. Bien. Merci messieurs d'être venus pour réfléchir ensemble aux faits religieux. C'est très intéressant et on aurait tellement de choses à dire. Il est 11h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Les infos dans un instant. Jean-Jacques Bourdin. Bien, deux sujets avant midi et demi, deux sujets que nous allons développer. Le premier, je vais revenir sur les dernières informations concernant la fin de vie. Emmanuel Macron souhaite un projet de loi avant la fin de l'été 2023 pour bâtir un modèle français de fin de vie. Je vais en parler dans un instant avec Alain Claes, membre du comité consultatif national d'éthique, rapporteur de l'avis publié mardi dernier, co-auteur avec Jean Leonetti de la loi de 2016 sur la fin de vie. Je vous rappelle que la loi Leonetti de 2016 permet aux soignants de mettre sous sédation irréversible des patients proches de la mort, dans le cas désespéré, les souffrances intolérables. Bien, et puis ensuite, j'appellerai le maire de Dijon, François Rebsamen, socialiste. Je vais revenir sur ce qui s'est passé ce dimanche dans l'Ariège, la première circonscription, et la victoire de la socialiste Martine Froger, qui a délogé, qui a battu l'insoumis
soumise Bénédicte Taurine, un peu plus de 60% des voix pour la socialiste contre près de 40% pour sa rivale. C'est un camouflet infligé à la NUPES et Jean-Luc Mélenchon a réagi. C'est le résultat d'une lamentable combine politicienne, a dit Jean-Luc Mélenchon. François Rebsamen va répondre. Alain Clé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour parler de la fin de vie, vous êtes le co-auteur de cette loi dont on a énormément parlé, de la loi, votre loi de 2016 sur la fin de vie. Le président de la République souhaite un projet de loi pour bâtir un modèle français de la fin de vie. On a besoin d'un nouveau projet de loi ? Alors, le président de la République n'a pas dit que cela. Oui. Il a déjà salué le travail immense, et je voudrais m'y associer, que cette convention citoyenne a réalisé en 9 week-ends. Oui. 185 personnes tirées au sort ont abordé ce sujet très compliqué de la fin de vie, avec un immense respect pour les uns et les autres. Je crois que c'est une attitude qu'on devrait avoir en tête dans ces journées parfois compliquées. Sur le fond, le Parlement a évalué la loi de 2016. Nous savons très bien que nous avons un retard en France sur les soins d'accompagnement, les soins palliatifs, et dans les propos du président de la République, il en fait une priorité et avec un plan décennal qu'il souhaite présenter. Concernant l'aide active à mourir, vous savez que ce sujet, nous l'avions abordé au sein du comité consultatif national d'éthique. Oui. La Convention citoyenne fait des propositions avec plusieurs hypothèses, avec un encadrement très strict. Ce que propose le président de la République aujourd'hui, c'est une co-construction à partir de ces avis de la Convention, du CCNE, une co-construction entre le gouvernement et le Parlement. C'est-à-dire qu'il saisit le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour participer à travers les députés et sénateurs à cette co-construction pour un projet de loi en septembre. Je salue la méthode. Je salue la méthode car une convention citoyenne peut être un élément essentiel pour la démocratie représentative. Ça ne s'oppose pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'avis des citoyens, qui sont que des avis, ils l'ont reconnu eux-mêmes, peut alimenter et permettre aux législateurs et au gouvernement de faire une avancée, une nouvelle avancée sur la fin de vie à travers cette proposition de loi. Oui, je regarde les conclusions de la Convention. La Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour ouvrir une aide active à mourir, mais sous, évidemment, d'importantes conditions. Hein. Oui, les conditions que nous retrouvons dans l'avis du Comité national d'éthique, c'est lorsqu'il faut que la personne soit conscience, c'est que la personne puisse exprimer elle-même, soit autonome pour faire sa demande, qu'elle ait une maladie incurable dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Oui. Et à partir de cette demande, il y a une collégialité de médecins pour analyser cette demande, pour interroger, dialoguer avec les personnes et éventuellement ensuite faire une prescription. Voilà le sujet qu'il y a à traiter. C'est la voie à suivre selon vous, Alain Clé ? Je pense qu'il faut, dans certains cas, il peut y avoir cette demande. Vous savez, c'est un sujet entre la solidarité que doit la nation aux plus démunis, aux plus vulnérables. Ce sont les soins palliatifs, ce sont tous ces soins qui accompagnent la personne, mais aussi respecter l'autonomie de la personne. À un moment, la personne, lorsque la mort est là, lorsque le pronostic vital est engagé, c'est pas un choix entre la vie et la mort. C'est ce choix personnel, intime, et sur ce choix intime, peut-être le législateur et le gouvernement doivent réfléchir à un encadrement, mais à une aide active à mourir qui viendrait compléter la loi de 2016. Voilà l'enjeu. C'est un enjeu de société, mais cet enjeu de société doit se dérouler avec un respect absolu de toutes les opinions. Je pense que c'est pas pour ou contre, c'est des sujets extrêmement compliqués et une telle démarche
doit être une démarche respectueuse vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'ensemble des composantes de la société. Je crois que vous avez résumé parfaitement l'avis de la Convention et aussi qui rejoint l'avis du comité d'éthique. Oui. Dites-moi, Alain Clé, j'ai une dernière chose, oui, dernier point. Emmanuel Macron a annoncé un plan décennal national pour la prise en charge de la douleur et pour les soins palliatifs. Ce plan s'accompagnera des investissements qui s'imposent. Ça sont des annonces. Et il faut vraiment des efforts de l'État sur ce terrain-là, Alain Clé. Pas que. Vous avez raison de poser cette question. Pas que l'effort de l'État. Il faut que la communauté médicale, dans son ensemble, donne toute la place aux soins palliatifs. En termes de formation, quand on voit le nombre d'heures qui existent en formation d'un médecin, elles sont largement insuffisantes. Au niveau de la recherche sur les soins palliatifs, tout cela, il y a une mobilisation de l'ensemble des acteurs au sein de l'hôpital, bien entendu, mais n'oublions pas, dans les EHPAD et puis à domicile. Donc je crois que c'est un sujet qui nécessite des moyens, vous avez raison, mais qui nécessite aussi une prise de conscience dans les projets d'établissement pour que ces soins palliatifs soient réellement une réalité. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en France 21 départements qui ne bénéficient pas d'unités de soins palliatifs. Donc il y a un gros travail à faire. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de réagir sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et demain, j'ouvrirai le débat entre 11h et midi sur la fin de vie. C'est un débat, je sais, qui tout le monde y pense. Et donc, on ouvrira le débat avec des personnes qui ne veulent pas qu'on accorde le droit à mourir et d'autres qui sont favorables. Il est 12h13, le débat est ouvert à travers cette convention citoyenne, il a été ouvert par le président de la République, il est ouvert dans la société française. 12h14, François Rebsamen dans un instant. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons revenir sur un événement politique qui n'est pas si commenté que cela dans les médias. Or, c'est quand même la seule élection. C'est une élection législative partielle en cours pendant la réforme des retraites et ce débat sur la réforme des retraites. Alors, politiquement, c'est très intéressant. Dans l'Ariège, première circonscription, victoire de la candidate socialiste Martine Froger face à la sortante LFI. Une victoire nette, 60-40. Victoire nette. François Rebsamen, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous François Rebsamen. Je rappelle, maire de Dijon, ancien ministre socialiste. François Rebsamen, que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui dit ce résultat dans l'Ariège, c'est le résultat d'une lamentable combine politicienne? Je ne sais pas en quoi pourrait consister une combine politicienne. Quand deux candidats s'affrontent, le suffrage universel tranche. C'est ce qui s'est passé, et assez largement. La sortante a été largement battue, et enfin, j'allais dire, dans ce département historiquement socialiste, la tradition social-démocrate, appelons les choses comme ça, cette gauche de culture de gouvernement, a retrouvé la place qui devait lui revenir, plutôt que de laisser la place à des insoumis. Est-ce que c'est le début d'un mouvement sur le terrain purement politique, d'un mouvement de reconquête, si je puis dire, pour les socialistes ou une partie des socialistes, reconquête de leur indépendance? Oui, ne serait-ce que de retrouver d'ailleurs leur histoire, de renouer avec leur histoire, reconquête, effectivement. Parce que ce qui s'est produit lors de l'accord de la NUPES, ça a été un accord électoral entre LFI et le Parti socialiste. Il y avait les écologistes et les communistes aussi, mais dans lequel le Parti socialiste n'a eu droit à se présenter que dans 70 circonscriptions sur 577. Or, cette espèce de soumission aux insoumis qu'a présenté, qu'a défendu Olivier Faure, c'était en réalité pour sauver une représentation qui est une représentation de figuration, puisque de toute façon, toutes les décisions que prennent les socialistes à l'Assemblée nationale sont les mêmes que celles de LFI, quasiment. Alors, François Rebsamen, c'était une décision prise par Olivier Faure pour permettre à Olivier Faure d'être réélu? Bien sûr, entre autres. Pas que lui. Oui, pas que lui.
il y a une trentaine de députés, mais lui en premier, bien évidemment, lui en premier. Mais la vérité, c'est que c'était aussi l'abandon de notre histoire. Alors, certains disent oui, mais vu qu'il y a eu quand même 30 députés, ça nous permet d'exister encore. Mais non, on n'existe que quand on porte des idées, et non pas quand on se soumet aux insoumis. Est-ce que cette élection cette élection peut entraîner la fin de la NUPES, selon vous? En tous les cas, si on considère que la NUPES est un accord électoral, moi je souhaite que ça puisse démontrer effectivement et être le début d'une sorte de, j'ose plus employer le mot de reconquête ni de renaissance, mais enfin, vous voyez, d'un nouveau départ, on va dire, d'un nouveau départ, parce que sinon, à jamais, le Parti socialiste, qui n'a droit qu'à 70 circonscriptions dans le cadre de l'accord NUPES, puisque c'est un accord électoral, ne viendra jamais à parti de gouvernement. Donc, ceux qui font ce calcul-là pensent à leurs petits intérêts particuliers, mais pas du tout à l'intérêt de la gauche, d'une gauche social-démocrate européenne et qui puisse gouverner. Oui, je rejoins. Est-ce que vous rejoignez Fabien Roussel, qui dit la NUPES est maintenant dépassée? Oui, moi je pense que l'accord électoral ne tient plus. Ne tient plus. Ça a été un accord de circonstance, mais on ne pourrait pas considérer que demain, s'il y a 577 candidats dissidents socialistes, ils soient tous exclus ou plus considérés comme des socialistes. Vous demandez la fin de cet accord, la fin de la NUPES? Mais bien sûr, je dénonce cet accord électoral qui a permis à un moment d'avoir une représentation, semble-t-il, mais dans le cadre de la soumission aux insoumis, je redis ça. Mais par contre, effectivement, la vérité, c'est qu'il faut que renaisse une force de social-démocratie. Elle va venir automatiquement avec la fin du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a au sein de Renaissance, il y a des sociodémocrates qui ont soutenu, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, qui ont soutenu Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, mais qui ne se reconnaissent pas pour autant dans toutes les décisions que prend le président de la République. On est encore en démocratie et donc on a le droit de penser un peu différemment. C'est même l'essence de la démocratie, je dirais. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a beau jeu aussi de dire attention, c'est une sorte de front républicain anti-NUPES. Et si Martine Froger, la socialiste, a été élue dans l'Ariège, c'est parce que ce sont les électeurs de droite ou du Rassemblement national qui ont voté pour elle. Alors, pour le Rassemblement national, ça, je n'en sais rien, et personne n'a réclamé les voix du Rassemblement national. Ce qui est sûr, au vu de cette élection, c'est que en pleine période de crise en ce moment, puis on vit une crise à cause des décisions sur les retraites, la candidate ou le candidat de Renaissance a perdu la moitié de ses voix. Et donc, ce qui est vrai, c'est que le score de la social-démocrate Martine Froger, c'est le report d'une partie de cette social-démocratie qui avait voté Macron et qui, là, ne vote plus pour le candidat de Macron, je veux dire, ou la candidate de Macron, mais qui vote pour la candidate social-démocrate qui est la mieux placée. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est parce qu'il y a une chute aujourd'hui, peut-être ne durera-t-elle pas, je ne sais pas, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais il y a une chute, évidemment, s'il y avait des élections législatives aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de dissolution, ça serait un raz-de-marée anti-candidat de Renaissance, ça se voit. Anti-Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est ciblé aujourd'hui, hein, François Rebsamen. Bien sûr, mais bien sûr, vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin. Mais Jean-Jacques Bourdin, regardez bien, il y avait 40% à peu près de l'électorat de François Hollande qui avait voté Emmanuel Macron et qui continue de voter Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, et qui a continué. Et c'est cet électorat-là qui, là, en réalité, a quitté Renaissance et est parti sur la candidate socialiste. Donc ça pourrait se produire dans d'autres endroits s'il y avait d'autres élections législatives. François Rebsamen, j'ai une dernière question. Pour Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'à vos yeux, c'est un échec personnel, échec de sa stratégie, notamment à l'Assemblée nationale, lors du débat sur la réforme des retraites ? Mais c'est un tribun, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas du tout. Vous le connaissez bien, bien, François Rebsamen. C'est pas ma tasse de thé, je le redis, mais non, mais c'est un tribun, il a une stratégie,
il applique sa stratégie et force est de reconnaître que pour ceux qui sont sur cette ligne-là, il dit des choses qui se passent bien. Il ne voulait pas que l'Assemblée nationale vote l'article 7 sur la prolongation de la durée de travail jusqu'à 64 ans. Il a tout fait pour s'y opposer et en faisant ça et en y arrivant, parce qu'il y est arrivé avec sa stratégie d'obstruction, qui n'est pas du tout ce qu'il fallait faire, mais c'est ce qu'il lui a décidé, il a permis ainsi, ou il a imposé ainsi au gouvernement, qu'il y ait le 49.3, et donc que jamais l'Assemblée nationale ne s'est formellement prononcée sur cette prolongation de la durée de travail. Oui. Bien, merci beaucoup François Rebsamen. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Maire de Dijon, ancien ministre, je le rappelle, et socialiste, il est 12h26. Vous êtes sur Sud Radio, les invités sont là. Vous aussi, vous réagissez. Merci encore d'avoir réagi 0826 300 300. Demain, nous nous retrouverons toujours avec le même plaisir, évidemment, entre 10h30 et midi et demi. 2h26, André Verkoff.